Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la thématique habituelle de la chaîne. Il s'agit d'un cours que j'effectue jusqu'à maintenant pour la capacité de médecine du sport, que j'ai pas pu faire cette année en raison d'un manque de temps. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre en ligne sur YouTube. C'est un cours dont j'ai récupéré des sources du professeur Richalet et surtout du site internet de l'Ifremont qui était dirigé par le regretté docteur Cauchy qui est décédé récemment. Si on prend l'attitude des principaux sommets du monde, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même de très nombreux sommets au-delà de 8000 mètres au niveau de l'Himalaya, puisqu'il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres dans la chaîne asiatique. Mais on a quand même des sommets au niveau européen qui frôlent les 5000 mètres, comme le Mont Blanc avec 4807 mètres. L'Elbrus dans le Caucase qui culmine à 5642 mètres. On a également des sommets africains qui frôlent les 6000 mètres avec le Kilimandjaro au Kenya. En Indonésie, le Puncak Jaya, 4884 mètres. La cordillère des Andes culmine pratiquement à 7000 mètres avec la Concagua. Au niveau de l'Amérique du Nord, c'est le Denali qui est à plus de 6194 mètres. Le Denali qui était anciennement nommé le mont McKinley. Enfin, au niveau de l'Antarctique, on a un sommet à pratiquement 5000 mètres, le mont Vinson. De découverte toute récente, hein, puisqu'il a été survolé une première fois, donc découvert en 1958 lors d'un survol aérien, et qui a été gravi pour la première fois en 1966. Alors, les sommets en altitude peuvent avoir des répercussions sur l'organisme, et on a une liste de contre-indications à des séjours à plus de 2500 mètres, des séjours ponctuels, et parfois des contre-indications qui sont étonnantes, comme des contre-indications relatives, avec scoliose grave serait une contre-indication relative à un séjour à plus de 2500 mètres. Alors que vient faire la scoliose grave là-dedans? Eh bien, je pense que c'est en cas de syndrome restrictif, puisque dans certaines scolioses sévères, on peut avoir une diminution des volumes pulmonaires induisant un syndrome restrictif. Concernant les contre-indications absolues, bien, j'ai envie de dire ça c'est une liste qui est très importante, mais c'est une liste qui est surtout faite de bon sens. Quand vous avez une maladie coronarienne non équilibrée, que vous avez un angor, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller à plus de 2500 mètres. L'hypertension artérielle sévère non contrôlée, là aussi, les troubles du rythme grave, un insuffisant cardiaque, aller faire un séjour à plus de 2500 mètres, c'est pas une bonne idée. Donc on a quand même tout un tas de causes qui paraissent être du bon sens. La drépanocytose homozygote, il faut là aussi en dire deux mots parce que je me souviens il y avait eu un cas d'un joueur de foot de l'équipe de France qui avait présenté une crise de drépanocytose lors d'un stage à Tignes. Donc l'altitude avait déclenché la crise de drépanocytose chez ce joueur international français. L'anémie sévère, l'absence acquise, voilà, c'est tout un tas de listes qui ne paraissent être du bon sens. Les contre-indications relatives, le troisième trimestre de grossesse, le bébé de moins d'un an, là aussi tout ça c'est quand même des choses qui paraissent être du bon sens. Alors pourquoi? Parce que déjà en montagne c'est un milieu très hostile. L'altitude, c'est l'hypoxie, le manque d'oxygène. Plus on monte en altitude, plus la pression en oxygène va diminuer. Vous voyez que la PiO2 au niveau de l'Everest est beaucoup plus faible qu'au niveau de la mer, avec une diminution de plus de 80%. On a le froid, on a l'air sec, l'exercice et les situations de stress qui vont créer un milieu hostile. Le froid, c'est quelque chose de très important à en tenir compte, et notamment avec le vent, puisque vous savez que la température sous abri ne va pas être la même que la température selon le vent. Et on voit que plus le vent va être important, plus la température va diminuer. Et donc une température sous abri de moins 20 degrés va correspondre avec un vent de 100 km/h à moins 40 degrés.
Et vous voyez que quand vous avez des altitudes extrêmes ou des conditions extrêmes comme en Antarctique, quand il fait moins 50 en Antarctique sous abri, ben, moins 83 sous un vent de 100 km/h. Donc les risques de gelure apparaissent ici dès ce côté un petit peu bleu foncé. Vous voyez que quand vous avez du vent, ben, ça devient extrêmement grave. Donc on a déjà la température, on a l'hypoxie. L'hypoxie qui va avoir des conséquences sur le rein, sur les vaisseaux, sur le poumon et sur le cerveau. Donc l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène qui va être de plus en plus importante. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir d'hypoxie. Sur le rein, qu'est-ce que cela va provoquer? Ça va provoquer une rétention d'eau et des œdèmes. Donc les œdèmes d'altitude, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, au niveau des paupières. Au niveau des vaisseaux, cela va provoquer des troubles de la perméabilité des vaisseaux, conduisant à un essoufflement, voire là aussi des œdèmes au niveau des membres inférieurs. Au niveau des poumons, cela va provoquer une hypertension artérielle pulmonaire, une HTAP. Le P, il n'est pas bien en face de la fenêtre, excusez-moi. Et cette hypertension artérielle pulmonaire va provoquer un essoufflement qui peut aller jusqu'à l'œdème pulmonaire, qui est quand même la principale cause de défaillance en haute altitude. Et si on voit un petit peu tous les décès qui surviennent en haute altitude, eh bien ces décès-là sont très fréquemment secondaires à des œdèmes pulmonaires de haute altitude. Chez le cerveau, eh bien l'hypoxie va provoquer des céphalées très importantes, une insomnie, c'est d'ailleurs les tout premiers signes lors des treks en montagne d'hypoxie et de souffrance sur le cerveau, ça va être l'insomnie, puis les maux de tête. Quand les maux de tête commencent à être résistants aux antalgiques usuels, eh bien là c'est quelque chose qui commence à être grave, avec un mal aigu des montagnes, et si on ne redescend pas rapidement, eh bien on risque d'obtenir un œdème cérébral, avec des conséquences là aussi très néfastes, et on verra au fur et à mesure de cette présentation divers exemples. Alors pour éviter cette hypoxie aiguë, eh bien, il y a plusieurs mécanismes. Il y a les mécanismes d'accommodation en aigu et enfin les mécanismes d'acclimatation qui vont prendre beaucoup plus de temps. Les mécanismes d'accommodation, ils vont être présents lors des 3 premiers jours d'un séjour en altitude. Ils se situent, ces mécanismes-là, au niveau des chémorécepteurs de la paroi des carotides qui vont détecter l'hypoxie, et en retour, le corps va provoquer pour lutter une hyperventilation avec une activation du système adrénergique qui va augmenter le débit cardiaque et augmenter la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, vous arrivez en hypoxie aiguë, vous prenez le téléphérique et vous allez à l'Aiguille du Midi, et bien quand vous allez arriver au sommet, les chémorécepteurs de la paroi des carotides vont détecter l'hypoxie, vont provoquer une hyperventilation qui va à son tour, avec activation du système adrénergique, augmenter la fréquence cardiaque et augmenter le débit cardiaque pour maintenir une oxygénation constante au niveau de votre corps. Ensuite, on a des mécanismes un peu plus chroniques qui s'appellent l'acclimatation, et cette acclimatation, elle va être faite avant de faire un sommet. Il est impossible d'arriver sur le camp de base de l'Everest et de monter directement au sommet puis de redescendre sans acclimatation, sinon c'est la mort assurée. Et donc c'est pour ça que chaque fois que des sportifs veulent faire l'Everest, ils partent pour un séjour d'au minimum 2 mois, de 2 à 3 mois, où ils vont au tout début du séjour faire des sommets progressivement en montant en altitude pour acclimater le corps à cette haute altitude. Ces mécanismes d'adaptation ont besoin d'une exposition prolongée, c'est ce qui fait des séjours assez longs pour pouvoir être bien acclimatés. On va avoir une baisse de la fréquence cardiaque, puis une polyglobulie. Le corps va provoquer une polyglobulie, une sécrétion de PO, avec une augmentation du nombre de globules rouges. Et cette polyglobulie va permettre de maintenir l'oxygénation du corps. Et d'ailleurs, cette polyglobulie, ça va là aussi être important par rapport aux gelures aux membres inférieurs, puisqu'on s'aperçoit que dans certains cas de gelures au niveau des pieds sur les histoires d'altitude, eh bien, elles n'étaient pas forcément secondaires à un froid extrême, mais aussi à cette hyperviscosité des vaisseaux artériels au niveau des pieds.
donc avec cet hématocrite qui va augmenter. La vitesse d'acclimatation va varier selon les sujets, elle ne dépend pas de l'entraînement, elle ne dépend également pas des expositions antérieures. Et on s'est aperçu que l'on peut avoir des acclimatations étonnantes, le corps humain peut avoir des acclimatations étonnantes avec certaines communes, notamment la capitale bolivienne, La Paz, qui se situe pratiquement à plus de 4000 mètres d'altitude, mais également une ville au Pérou qui s'appelle la Rinconada, qui est une commune de 60 000 habitants dont l'altitude est située jusqu'à 5300 mètres. Donc c'est quand même étonnant, on a des gens qui vivent, il y a des mines autour, et ces gens vivent à l'année à 5300 mètres d'altitude, ce qui est vraiment étonnant. On considère que c'est la limite de la résistance humaine. Il y avait une étude de l'INSERM sur cette ville en 2019 qui montrait qu'on était vraiment dans les limites humaines pour vivre de manière en longue durée à ces altitudes-là. Donc là, les différentes phases lors d'un séjour en altitude avec l'acclimatation, et puis au bout d'un moment, on peut avoir une dégradation quand on attend trop longtemps. Bon, ça, on va passer rapidement. Maintenant, on va discuter de l'Everest. L'Everest qui est un sommet, le plus haut sommet du monde, qui se situe à 8848 mètres. Et je vous l'ai dit, pour faire un sommet de l'Everest, en général, c'est un séjour qui prend 2 à 3 mois. Et on va progressivement s'acclimater en montant progressivement d'un camp à l'autre. Donc le camp de base se situe à 5300 mètres et durant les 2 mois, on a démonté au camp 1, après on revient au camp de base, du camp de base on va au camp 2, on peut dormir au camp 2, puis on revient au camp de base, puis on remonte, on va au camp 3, puis on redescend dormir au camp 1, et etc. Ceci pendant 2 mois, avant de faire ensuite l'assaut. Où le dernier camp se situe au niveau d'une zone qui s'appelle la zone de la mort, la Death Zone, à 8000 mètres. Ici, c'est le versant népalais sud, avec ce camp qui se situe au col sud à 800 mètres, avant l'assaut final qui prend en général la journée pour revenir. Cette étude qui avait été réalisée par des urgentistes qui avaient monté une clinique au niveau de l'Everest avec un suivi pendant 10 ans, de 2003 à 2012, et on s'aperçoit que les principaux problèmes de santé situés sur les versants de l'Everest, je vous l'ai dit au tout début, c'était les problèmes pulmonaires avec les œdèmes aigus du poumon de haute altitude, des problèmes ensuite gastriques, des problèmes au niveau des oreilles, des problèmes neurologiques, les problèmes classiques musculo-squelettiques traumatiques, et puis etc., etc. Les performances physiques en altitude se dégradent très rapidement, avec ici une courbe du professeur Richalet qui montre la dégradation de la VO2 max selon l'altitude. Déjà, quand vous êtes au sommet du Mont Blanc, vous avez une dégradation de votre VO2 max de 30%, et au sommet de l'Everest, vous avez une dégradation de votre VO2 max de 80%. C'est-à-dire que la VO2 max que vous avez au niveau de la mer, eh bien, elle est 80% plus faible au sommet de l'Everest. Ça a été étudié, vous avez un reportage sur Arte qui était très bien fait, qui s'intitule « Des médecins aux frontières de la mort », avec des Sherpas qui ont monté un cyclo-ergomètre jusqu'au col sud à 8000 mètres d'altitude, et vous avez des sportifs qui font une épreuve d'effort à 8000 mètres d'altitude au col sud. Je vous invite vraiment à voir ce reportage qui est extrêmement bien fait. Ils expliquent aussi, ils avaient besoin pour leur étude de faire des gaz du sang. Ils ne peuvent pas faire des gaz du sang au niveau radial en raison de l'hyperviscosité sanguine, et ils étaient obligés de faire des gaz du sang en fémoral au col sud. Donc vraiment étonnant, un reportage que je vous conseille. Alors les pathologies qui sont rencontrées dans ces hautes altitudes, la première c'est bien entendu le mal aigu des montagnes, qui est très fréquent, hein, vous voyez, 15% des personnes vont avoir une symptomatologie à type de mal aigu des montagnes à 2000 mètres d'altitude. Quand vous arrivez à 4000 mètres, c'est 60%. Alors, ce mal aigu des montagnes, il va plutôt toucher les sportifs en début de séjour. C'est souvent le cas d'acclimatation incorrecte. Les premiers signes cliniques, je vous l'ai dit, c'est la céphalée et l'insomnie. Donc, vraiment, les céphalées, c'est un signe qui est extrêmement fréquent, 96% des cas.
l'insomnie présente dans 70% des cas, et ensuite des vomissements, nausées, perte d'appétit, urine foncée, etc. Donc en général, quand vous avez ces signes-là, des céphalées et des céphalées qui ne passent pas, eh bien il faut rapidement redescendre puisque ce sont les signes précurseurs du mal aigu des montagnes. On a un score de mal aigu des montagnes qui a été mis en place pour vraiment évaluer la gravité de la symptomatologie. Ce score de MAM en plusieurs points et en fonction du nombre de points, vous avez un mal aigu des montagnes léger, un mal aigu des montagnes modéré et un mal aigu des montagnes sévères. 1 à 3 points, sachant que la céphalée vaut 1 point, la nausée anorexie 1 point, l'insomnie 1 point, le vertige 2 points. Les céphalées ne cédant pas aux antalgiques, notamment 1 g d'aspirine, 2 points, les vomissements 2 points. En fait, 3 points, l'essoufflement au repos, la fatigue anormalement importante et la baisse de volume d'urine, la diurèse, va vous rapporter 3 points. Quand vous avez 1 à 3 points, vous avez un mal aigu des montagnes léger, donc là, on conseille de prendre du paracétamol. Quand vous avez 4 à 6 points, mal aigu des montagnes modéré, donc là, on conseille le repos, stopper la progression, ne plus monter, c'est-à-dire ne plus progresser en altitude. Par contre, quand vous avez plus de 6 points, là, on conseille de descendre le plus rapidement possible et parfois aller jusqu'au traitement par caisson hyperbare. Donc le stade 1, on l'a dit, 1 à 3 points, bien respecter les paliers, ne pas monter plus de 400 mètres de dénivelé entre 2 nuits consécutives au-dessus de 300 mètres. Le stade 2, maux de tête résistant aux antalgiques courants avec nausées, vomissements modérés. Reposez-vous 1 ou 2 jours à la même altitude, ne surtout pas monter. Bien s'hydrater, ça c'est quelque chose de très important. Et le stade 3 avec les maux de tête violents, les vomissements importants, une atteinte importante de l'état général. Là, c'est une urgence. La descente le plus rapidement possible, le caisson de décompression et certaines équipes recommandent le Diamox, l'acétazolamide, qui est un diurétique qui pourrait diminuer les signes de mal aigu des montagnes. Alors il faut faire attention, vous voyez, c'est les sources de l'IFREMON. Dans 5% des cas, les maux de tête sont absents. Et dans ce cas, c'est la fatigue et les signes digestifs qui vont prédominer. Donc il va falloir faire très attention et pas dire c'est juste un inconfort digestif parce qu'on est au Népal. Ça peut être un mal aigu des montagnes. Alors comment prévenir ce mal aigu des montagnes? Eh bien c'est ne pas monter trop vite et trop haut. 400 mètres de dénivelé entre chaque nuit au-dessus de 3500 mètres en début de séjour. Éviter les efforts trop intenses en début de séjour. Monter suffisamment haut pour s'acclimater, d'où le camp de base de l'Everest à 5300 mètres qui est la limite pour vraiment avoir une bonne acclimatation. Certaines équipes recommandent le Diamox, un demi-comprimé matin, un demi-comprimé le soir, 24 heures avant l'arrivée, à prendre pendant 8 jours. Et on a aussi le Viagra qui est un médicament qui avait été initialement les recherches initiales avaient été pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc le Viagra aurait une bonne efficacité dans la prévention du mal aigu des montagnes en diminuant la pression artérielle pulmonaire. Donc le Viagra peut être utilisé lors des phases d'acclimatation et vous l'aurez compris, ces traitements ne font pas l'objet de remboursement de la sécurité sociale, bien évidemment. Alors l'œdème pulmonaire de haute altitude, essoufflement, grésillement laryngé, sensation d'étouffement, expectoration rosée. Là vraiment la conduite à tenir, c'est la descente le plus rapidement possible. On peut également traiter en caisson hyperbare. On a maintenant des caissons portables. Souvent dans chaque expédition, vous avez des caissons hyperbares portables qui peuvent être déployés pour permettre de traiter très rapidement ces œdèmes pulmonaires de haute altitude. Alors c'est difficile ces caissons portables parce que c'est vraiment comme un sarcophage et les patients claustrophobes ont vraiment beaucoup de mal et notamment quand vous avez un œdème pulmonaire de haute altitude, vous pouvez avoir également un œdème cérébral de haute altitude, ce qui fait que vous n'allez pas supporter le caisson hyperbare et on a beaucoup de récits comme ça d'alpinistes qui sont pris d'un œdème aigu de haute altitude et qui supportent pas le caisson ou alors qui supportent pas l'oxygène, puisqu'on a l'oxygène à haut débit qui est vraiment le traitement aussi à mettre en place et on a rapporté beaucoup
dans ces récits de montagne d'alpinistes qui retirent leur masque alors qu'ils sont en train de faire un œdème aigu du poumon au-delà de 8000 mètres d'altitude. En termes de traitement de cet œdème pulmonaire, l'adalate avait été mis en place. Alors il n'est plus, maintenant c'est de la nifédipine parce que je crois que l'adalate n'est plus vendu et bien entendu les corticoïdes avec notamment la bétaméthasone. On passe maintenant à l'œdème cérébral de haute altitude avec des céphalées, une ataxie, une atteinte encéphalytique, un type de délire, d'hallucination allant jusqu'au coma. Et ça aussi dans les récits de montagne, on a beaucoup de récits où on voit des alpinistes qui errent sans but dans les hautes altitudes, qui sont complètement délirants, et ceci est en relation avec cet œdème cérébral de haute altitude. Donc c'est vraiment le même traitement que pour l'œdème pulmonaire, la descente, le caisson, l'oxygène, les célestènes et l'adalate ou le Viagra. On va parler de divers récits de montagne, avec notamment le récit de ce médecin, Beck Weather, qui est un médecin américain, un Texan, il me semble, qui va faire l'Everest lors de la saison 96, qui avait été une saison terriblement meurtrière, puisque je crois qu'il y avait eu 9 morts cette année-là. Et son récit, il est intéressant parce que ils partent très tard pour faire le sommet et malheureusement, au retour du sommet, ils sont pris dans une tempête au col sud, à plus de 7900 mètres d'altitude, et ils sont plusieurs à ne pas retrouver leur tente. Donc ils errent pendant plusieurs heures à la recherche des tentes du col sud. Et on a un alpiniste russe, Anatoly Boukreyev, qui sort de sa tente, puisqu'il était arrivé lui plus tôt au col sud, qui va chercher les survivants, il trouve 2 décès, et puis il trouve Beckweser qui est en vie, en train de errer en pleine tempête à 7900 mètres d'altitude. Il le récupère, il a des gelures extrêmement importantes aux mains et au visage, il le met dans sa tente, il est complètement comateux, il ne bouge plus, et Anatoly Boukreyev l'explique bien. Quand je l'ai mis dans la tente, je savais je pensais qu'il ne passerait pas la nuit. Donc ils le mettent dans la tente. Le lendemain matin, ils lui ont fait une injection de bétaméthasone et curieusement, ils expliquent que ça va beaucoup mieux. Au lendemain de la nuit, il se remet à marcher. Et donc vraiment, c'est un peu un exploit de survie parce que Anatoly Boukreyev expliquait vraiment, quand je l'ai récupéré dans la tempête, il avait un fin souffle respiratoire, il était vraiment en train de mourir. Il parvient à remarcher, les Sherpas arrivent à le faire redescendre. Et là, vous avez une photo ici à gauche de son arrivée au camp de base, où on voit les gelures extrêmement importantes au niveau du nez, des joues et surtout des mains, avec ici le médecin de l'expédition, qui était le docteur Kasichke. Et du coup, Beckweser aura survécu, mais il aura été amputé des 2 mains et amputé aussi d'une partie de son visage. Et bon, il a écrit un livre qui s'appelle Laissé pour mort sur l'Everest. Il faut savoir que l'Everest, il y a énormément de monde fait l'Everest. Un taux de décès assez important. Et tout au long de votre trajet vers l'Everest, eh bien, vous avez des points toponymiques en fonction des cadavres retrouvés tout au long du chemin. Alors depuis quelques années, il y a quand même pas mal d'expéditions qui ont été montées pour retrouver et redescendre ces corps. Mais ces corps font maintenant partie de la toponymie, avec notamment le corps à gauche, Green Boots, qui était le corps d'un alpiniste hindou, je crois, qui était présent un peu au-dessus du col sud, en position fétale. Et donc, il était vraiment sur le chemin du sommet, puisqu'on voit ici des cordes fixes. Et ce corps en position fétale était clairement nommé dans les toponymies pour aller au sommet, appelé Green Boots, c'est-à-dire les bottes vertes. Actuellement, le corps n'est plus présent puisqu'il y a eu un tremblement de terre sur l'Everest, je ne sais plus en quelle année, je crois en 2015, il me semble. Et ce corps a disparu dans les suites du tremblement de terre. Là, on a le corps d'une Canadienne, Shiriasha Clorfine, qui était une Canadienne pas du tout alpiniste, qui décide de faire l'Everest, aucune expérience en montagne, elle parvient au sommet, mais malheureusement elle décède à la descente.
Un autre corps qui fait lui aussi l'objet d'un nom, c'est la femme allemande. Donc c'est un corps qui est présent jusqu'au sommet. On sait que c'était une athlète allemande. Elle a perdu son nom. On ne sait je- le nom, bien sûr, il doit être retrouvé, mais voilà, et c'est quand vous passez devant le corps, vous savez que vous êtes au niveau de la femme allemande. Donc c'est vraiment étonnant. Le corps se situe à 100 mètres en dessous du camp 4 et est présent depuis 1979, il me semble, puisque je crois que c'était la première Allemande à arriver au sommet et qui est décédée donc en 1979. En termes de taux de mortalité, l'Everest, je vous ai dit, il y a énormément de monde qui fait le sommet, donc le taux de mortalité 5,7%, relativement faible parce que la voie de l'Everest est équipée en début de saison par les Sherpas de cordes fixes. Donc en gros, bah, vous tirez sur la corde et vous arrivez au sommet. Donc on a quand même un taux de mortalité relativement réduit. Comparativement à d'autres montagnes comme le Nanga Parbat, 22% de mortalité. Le K2, 23% de mortalité. Et le sommet où on a vraiment le plus de mortalité, l'Annapurna, où on frôle les 40% de mortalité. Quelques exemples, on en a parlé, les œdèmes localisés de haute altitude, avec les œdèmes au niveau des mains, des paupières, du visage, avec vraiment l'importance de retirer les alliances. Et quand vous avez des œdèmes comme ça du visage, bien descendre le plus rapidement possible, voire faire également un peu de caisson. Les hémorragies rétiniennes de haute altitude. Alors en haute altitude, on peut avoir l'ophtalmie des neiges, voire l'hémorragie rétinienne avec un voile flou, la cécité. Et là, il faut vraiment interrompre l'expédition parce que sinon vous risquez de perdre la vue. Avec un rapatriement en urgence, arrêter l'expédition. L'ophtalmie des neiges, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, qui survient 4 à 6 heures après l'exposition, et une sensation de brûlure à type de gravier dans l'œil avec une photopobie et une œdème des paupières. Elle survient chez les alpinistes qui vont pas se protéger avec des lunettes glaciers. Il faut des lunettes avec euh, une teinte très importante pour éviter cela. Et donc, l'ophtalmie des neiges, c'est quelque chose qui récupère bien, qui nécessite du repos et de la pommade ophtalmique avec de la vitamine A. Vraiment, l'importance de l'ophtalmie des neiges, c'est la prévention avec des lunettes glaciers et savoir que vous pouvez faire une ophtalmie des neiges même quand vous avez un jour qui n'est pas très ensoleillé, même avec une journée très nuageuse, vous pouvez faire une ophtalmie des neiges. Le froid en montagne, on l'a dit, vraiment le froid c'est très très important et l'hypothermie, on a différents critères d'hypothermie avec le corps lorsqu'il est à 35 degrés, une hypothermie légère où là le corps va frissonner, des frissons intermittents, on va rester conscient. Les troubles de la conscience, type de somnolence, de délire et d'hallucination, vont arriver à partir d'une hypothermie sévère lorsque la température centrale du corps est de 32 à 28 degrés. Le coma hypothermique va arriver lorsque on a une hypothermie majeure entre 28 et 25 degrés. Et enfin, la mort survient lorsque l'on a une hypothermie aux alentours de 25 degrés. Alors, comment prendre en charge cette hypothermie centrale lorsque la température est inférieure à 35 degrés? Et elle est favorisée par le vent, l'humidité, on l'a dit, le vent très important, la déshydratation, parce qu'en montagne, on est très souvent déshydraté en haute altitude. Et il faut vraiment la prévenir aussi avec des équipements adaptés. Et quand on a un équipement inadapté, bien, on est beaucoup plus à risque d'hypothermie. Alors, comment prendre en charge? Eh bien, quand le patient est conscient, bien, c'est protéger du froid, réchauffer énergiquement, retirer les vêtements lorsqu'ils sont mouillés, changer les vêtements, envelopper dans un duvet, approcher d'une source de chaleur et surtout donner des boissons chaudes. Parfois, on peut être amené à perfuser quand on a des hypothermies comme cela. Les hypothermies très sévères entre 28 et 32 degrés, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à la circulation extracorporelle. L'intubation, c'est pas forcément systématique. En dessous de 28 degrés, là, c'est vraiment protégé du froid, massage classique, rythme, massage cardiaque lorsque l'on a bien sûr un arrêt cardiaque.
Il faut savoir que l'hypothermie protège du risque de lésion cérébrale. Et notamment, on a le cas d'une américaine qui s'appelait Jean Hilliard. Alors ça, c'est des photos d'illustration, hein, qui avaient été illustrées lors d'un reportage sur cette dame, hein. C'est pas la vraie patiente, hein, c'est des photos d'illustration. C'est une jeune américaine qui se perd, qui a une panne de voiture en pleine tempête. Et donc elle sort de sa voiture pour essayer de trouver une maison. Et en fait, elle trouve pas la maison et elle est retrouvée le lendemain complètement gelée à quelques mètres d'une maison. Elle est amenée à l'hôpital. On constate que son cœur ne bat pratiquement plus et ils arrivent à voir qu'elle respire encore en mettant un miroir devant sa bouche et ils voient un petit peu de buée qui arrive sur ce miroir. Et donc elle est toujours vivante. Elle est prise en charge donc en réanimation, elle est réchauffée très progressivement et elle survit sans aucune séquelle, avec une nuit passée dehors en pleine tempête aux États-Unis aux alentours de -30. Et la personne qui l'a retrouvée le lendemain matin décrit le corps était totalement gelé, totalement raide, comme sur cette photo d'illustration. Donc un corps totalement raide, les yeux ouverts, le regard vitreux vide. Il dira, j'étais persuadé qu'elle était morte quand je l'ai amenée à l'hôpital. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que elle a survécu sans aucune lésion cérébrale, mais également sans aucune gelure au niveau des extrémités, ce qui est absolument miraculeux. Concernant les gelures, une classification avait été mise en place par le docteur Cauchy, donc qui s'appelle la classification de Chamonix, avec le stade 1 des gelures, c'est uniquement des lésions cyanosées qui vont disparaître très rapidement au niveau des dernières phalanges. Le stade 2 des gelures, ce sont des lésions cyanosées persistantes sur la phalange distrale malgré le réchauffement rapide. Donc vous voyez, vous avez la première phalange qui est cyanosée. Donc là, vous avez déjà des lésions graves. Les gelures de stade 3, c'est quand vous allez avoir les deux phalanges cyanosées. Et enfin, les stades 4, c'est quand vous avez vraiment des gelures extrêmement importantes qui prennent tous les doigts, ainsi que l'articulation métacarpo-phalangienne, malgré le réchauffement. Donc quand vous avez des gelures, vous faites un réchauffement rapide, comme on va en parler dans quelques minutes. Et après le réchauffement rapide, si vous avez toujours ces cyanoses présentes malgré le réchauffement, eh bien c'est que vous avez des gelures à partir du stade 2. Donc stade 1, pas de lésion après réchauffement. Stade 2, phalange distale. Stade 3, phalange intermédiaire et proximale. Et stade 4, gelure au niveau du carpe. Alors comment se passe un réchauffement rapide? C'est un bain bétadiné à 38 degrés pendant 60 à 90 minutes. Le classement ensuite du stade de gravité va être fait après cette phase de réchauffement. Prendre des photos pour demander un avis spécialisé. L'IFREMON dont je vous ai parlé peut donner des avis spécialisés dans les expéditions en haute montagne. On avait eu le cas lors les gelures d'Elisabeth Révol, qui était hospitalisée au Népal et qui tous les jours envoyait les photos pour avis spécialisés auprès de l'IFREMON. La lutte contre le vasospasme, l'hyperviscosité et les thromboses, ça c'est certains traitements qui sont mis en place, des traitements intraveineux. De mémoire, il me semble que c'est le Fonzilane. Et enfin, prévenir les infections, puisque ces lésions peuvent s'infecter très rapidement. Alors les gelures de stade 1, on l'a dit, bain bétadiné pendant 90 minutes. Après le bain, la sensibilité revient, il n'y a plus de lésions cutanées. Certaines équipes recommandent de prendre malgré tout de l'aspirine 250 mg par jour pendant 10 jours en raison de l'hyperviscosité sanguine, à visée anti-agrégant plaquettaire pour éviter les thromboses distales. Pas de rapatriement et pas de risque d'amputation sur des gelures de stade 1. Les gelures de stade 2 maintenant, avec la persistance de ces cyanoses au niveau de la première phalange. Donc, c'est-à-dire vous faites un réchauffement rapide et après le réchauffement rapide, vous avez toujours la première phalange de cyanosée, violacée.
Les flictènes peuvent apparaître, il va falloir les ponctionner comme une ampoule, hein. Vous allez les ponctionner. L'aspirine, là aussi, de 250 mg par jour pour éviter les thromboses distales. Ne pas hésiter à mettre des antibiotiques si surinfection. Arrêter l'exposition. Là aussi, en général, ça revient très progressivement sans risque d'amputation. Les gelures de stade 3, lorsque vous avez la deuxième phalange et la phalange distale d'atteint, nécessitent un rapatriement en urgence avec une hospitalisation. Le risque d'amputation est majeur. Lorsque le pied est atteint, les équipes mettent très volontiers du Lovenox. Avec, vous voyez ici une photo de flictènes très importantes au niveau des pieds. Enfin, les gelures de stade 4, si la victime doit remarcher pour descendre au camp, il ne faut pas laisser les pieds trop longtemps en dehors des chaussures parce que le gonflement des pieds suite au réchauffement peut rendre impossible la mise en place des chaussures. Et ça, vous avez un récit qui est expliqué de manière très précise dans le livre de Lionel Terré que je vous conseille, qui s'appelle Conquérant de l'inutile. Lionel Terré, c'est un Français qui avait fait l'Annapurna. Et vous savez que l'Annapurna, donc c'est le premier 8000 mètres réalisé au monde qui avait été fait par une équipe française, donc Maurice Herzog et Louis Lachenal qui sont allés au sommet, et Lionel Terré était présent. Et lors de la descente, Louis Lachenal a des gelures très importantes aux pieds et ne parvient plus à remettre ses chaussures. Et Lionel Terré explique que pour pouvoir remettre les chaussures, il a coupé le cuir des brodequins avec son couteau pour faire de l'espace et permettre à Louis Lachenal de remettre ses chaussures. Il sera amputé peu après. Là, quand on a des lésions, des gelures de stade 4, le risque d'amputation est absolument majeur. Un autre cas au niveau de l'Everest en 1996, la fameuse année où il y avait eu plus d'une dizaine de morts, toujours le docteur Kashiske que vous avez vu tout à l'heure avec Beck-Weather. Ici, c'était Makalugo, qui était un alpiniste taïwanais qui a fait le sommet en 1996. Et lors de la descente, vous voyez qu'il a des gelures de stade 4 au niveau des pieds, puisqu'on a atteint les os du tarse. Et au niveau des mains, des gelures, là aussi des gelures de stade 4, puisqu'on a atteint les os du carpe. Makalugo finira lui aussi amputé, vous voyez, amputé de tous les doigts. Autre exemple, Elisabeth Revol au Nanga Parbat c'était en quelle année? C'était 2019, il me semble. Ou 2018 plutôt. Donc elle est bloquée au niveau du Nanga Parbat. Elle est avec un alpiniste polonais qui décédera là-haut. Et ils sont sauvés par deux Russes ou deux Ouzbeks. Euh, il me semble que c'est Denis Urubko qui va aller la chercher en haut avec un Polonais, peut-être Adam Bielecki, et qui arrive à monter extrêmement rapidement pour pouvoir la redescendre. Et vous voyez que lors de la descente, des gelures très importantes, avec ici une gelure de stade 3 sur le petit doigt, stade 1. Stade 2, pardon, sur les autres doigts, et vous voyez des gelures très très importantes au niveau des pieds. Alors le problème, c'est que de plus en plus de monde veut faire ces sommets, et notamment l'Everest, avec ces photos absolument incroyables de la montée de l'Everest, où on a ici, c'est un endroit stratégique, c'est le ressaut Hilary, juste en dessous du sommet, et vous voyez que c'est l'embouteillage entre ceux qui montent et ceux qui descendent. Ben, vous avez qu'un seul passage, et donc avant de monter, vous devez attendre que les gars du dessus aient descendu, et vous pouvez rester plusieurs heures au niveau du ressaut Hilary, qui est situé extrêmement haut, puisque je crois qu'on doit être à 8500 mètres d'altitude, et donc vous restez plusieurs heures là-haut à attendre, avec un risque de gelure majeur, un risque d'œdème pulmonaire de haute altitude majeur, un risque d'œdème cérébral de haute altitude majeur. On a des photos absolument incroyables de cette file de monde. Alors, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Beaucoup de personnes pensent que le Népal délivre beaucoup trop de permis, puisqu'on a parfois plus de 500 personnes qui font le sommet par saison. Ce qui est énorme avec cette photo absolument incroyable de personnes en train de faire le sommet.
où on voit une file ininterrompue et quand vous avez quelqu'un qui marche plus lentement, les autres doivent attendre. Donc c'est devenu un tourisme extrêmement dangereux. Une autre photo de Green Boots ici avec un petit peu de neige et d'autres corps qui jonchent le parcours. Alors pourquoi tourisme? Parce que je vous ai dit, en tout début de saison, on a les Sherpas, l'ensemble des Sherpas de toutes les équipes commerciales se réunissent et installent la voie pour permettre l'Everest. Ils installent des cordes fixes et des échelles. On appelle ça les docteurs du glacier. Donc c'est ces groupes de Sherpas qui installent les voies. Et vous voyez, ils montent avec des échelles pour progressivement installer. Alors des fois, on a des successions d'échelles absolument incroyables pour installer les voies. Et on a vraiment de tout avec cette histoire toute récente puisque on l'avait sur TikTok. C'est un alpiniste qatari qui s'appelle Fahad Badar, qui fait une ascension du Broad Peak à 8047 mètres donc au Pakistan, qui présente des gelures extrêmement importantes. Et alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais vous avez toute son évolution sur TikTok, ça m'a fait halluciner. Il a attendu que ses doigts se momifient avant de se faire amputer. Et donc, vous pouviez suivre sur Twitter et sur TikTok toute son évolution. On le voyait faire son entraînement à la salle de sport avec les mains momifiées comme ça. C'était, vous voyez, là, il dit bonjour à la caméra avec sa main momifiée. Et là, après, il s'est fait opérer. Mais moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça hallucinant. Enfin, imaginez-vous, vous êtes à Basic Fit. Et vous croisez Fahad qui vient vous voir et qui vous dit ouais je vais faire du rameur. Alors il mettait des sangles là au niveau des poignets pour pouvoir faire du rameur, mais vous le croisez, bon maintenant avec le Covid on se serre plus la pince, mais imaginez il vient et vous dit ouais je vous serre, salut ça va? Et il vous tend la main avec ses doigts momifiés, c'est un peu hallucinant. Je vous conseille ces livres, donc Médecine de l'alpinisme, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment, qui s'intéressent à la médecine de montagne, et le livre notamment là du regretté Emmanuel Cauchy qui est disparu récemment, le petit manuel de médecine de montagne. Sinon, si vous vous intéressez uniquement au récit de montagne, moi je vous conseille ces deux livres absolument fabuleux. Le premier c'est le livre de Lionel Terré qui s'appelle Les Conquérants de l'inutile, qui est un livre absolument fabuleux de récits de montagne. Vraiment, je vous le conseille. Ici, c'est aux éditions Guérin. C'est une maison d'édition à Chamonix qui fait des livres de montagne absolument splendides. Le livre de gauche, c'est Tragédie à l'Everest. Malheureusement, il est absolument introuvable en édition Guérin. Je crois que c'est 1300 euros au marché de l'occasion. Mais vous pouvez le trouver en version normale facilement sur Amazon. Et vraiment, c'est un bouquin donc d'un journaliste américain qui s'appelle John Krakauer et qui va vous résumer toute la saison 96 avec tous les morts progressives. Vraiment un livre absolument superbe. Enfin, concernant les documentaires, je vous conseille ce documentaire passionnant, le Pic Meru. C'est une équipe d'alpinistes américains, Konrad Anker, un des plus grands alpinistes américains. Et donc, ils ont une expédition sur ce pic-là, le Meru. Et vous avez toute la description de l'assaut du sommet. Un documentaire absolument parfait. C'est filmé par un alpiniste, caméraman et photographe qui s'appelle Jimmy Chin. Donc c'est filmé d'une façon absolument extraordinaire en HD, donc fabuleux. Un documentaire, La mort suspendue, Joe Simpson, c'est deux alpinistes qui font un sommet au niveau de la cordillère des Andes. Un des deux chute, se retrouve pendu dans le vide. Son coéquipier est bloqué en haut avec son coéquipier pendu dans le vide. Il ne sait plus quoi faire. Au bout d'un moment, il pense qu'il est mort. Il casse la corde et le coéquipier tombe. Je vous laisse regarder la suite. Et sinon, vous avez ce film Everest, qui est en fait le récit du livre dont je vous ai parlé précédemment, Tragédie à l'Everest de John Krakauer. Et d'habitude, on a des films qui sont très très loin de la réalité. Et là, vraiment, le film est très très proche du livre. Donc, si vous n'avez pas le courage de lire le livre, je pense que voir le film, c'est pas mal. C'est vraiment un livre qui est très proche du récit du livre de John Krakauer.
Voilà, on en a fini pour cet enseignement qui était effectivement une vidéo pas du tout dans le thème habituel de la chaîne, mais bon, pourquoi pas, c'est pas mal aussi de changer. À bientôt!